Bonjour et bienvenue. Vous écoutez On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Pour ce premier épisode de notre mini-série dédiée à l'architecture du Louvre Abu Dhabi, nous avons rencontré Jean Nouvel himself pour une visite exclusive du musée. Ensemble, nous avons parcouru les galeries permanentes et nous avons discuté avec Jean Nouvel de sa réponse à un défi à l'ambition historique, construire le premier musée universel du monde arabe. Jean Nouvel, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans cette visite du Louvre Abu Dhabi, de partager votre regard sur ce bâtiment incroyable et sur cette réalisation incroyable. Ma première question pour vous, c'est vraiment, finalement, quelle est l'émotion que vous ressentez encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, après l'ouverture du musée ? Eh bien voilà, je vais faire comme si je découvrais avec vous, 5 ans après. On n'est pas tout à fait dans les galeries du musée encore, on est juste on y va. Dans l'entrée. Et on va entrer... On va rentrer dans la galerie principale, la galerie d'entrée. En commençant donc par ce grand vestibule, qui est cette galerie d'introduction. C'est le grand vestibule, on l'appelle le grand vestibule. Et ce grand vestibule, en fait, il va nous donner un peu la clé de lecture du musée. Que l'on voit justement... En fait, sur un plan, une carte ancienne, on va découvrir des vitrines assez précieuses, des vitrines qui s'inscrivent sur une géométrie qui est au sol, sur un sol blanc qui est marbré. Et on va découvrir aussi en plafond quelque chose qui est beaucoup plus sombre aujourd'hui, qui est le dôme vu de l'intérieur et à travers lequel on voit effectivement les trous et le ciel. Et chacune de ces vitrines va être le lieu d'une comparaison. C'est-à-dire qu'on va prendre 3 objets qui sont à peu près de la même époque, qui ont à peu près les mêmes fonctions, et on va les comparer. C'est un musée de civilisation, et en fait, ces civilisations donc, sont présentées souvent ensemble et dialoguent entre elles. Et contrairement à peut-être aux autres musées de civilisation. Contrairement aux autres musées de civilisation qui n'ont pas encore employé ce genre de principe. Et justement, pour vous, qu'est-ce que cela signifie qu'être universel, puisque c'est vraiment le propos du Louvre Abu Dhabi ? Bon, ce qu'on a essayé de faire là, c'est de se servir d'un matériel que nous avons, qui était quand même assez extraordinaire, c'est les collections du Louvre quand même, et de certains achats qui ont été faits au fur et à mesure, et de présenter ça d'une façon émotionnelle, si c'est possible, et de faire comprendre que ces objets ensemble veulent dire quelque chose, et parlent d'un temps qui était complexe déjà, et que le monde n'était pas si petit que ça, et qu'il y avait déjà beaucoup de civilisations qui étaient indépendantes. Et de faire ensemble que ce soit souvent sur les thèmes qui sont communs, et les objets qui sont assez communs. Là, on va voir beaucoup de vases qui sont ensemble. On va voir après des thèmes qui sont plus religieux. À chaque fois, on se retrouve avec des époques aussi qui sont très marquées par la statuaire ou des choses comme ça, et qui se retrouvent ensemble et qui permettent ces comparaisons. Effectivement, ensemble, on fait cette traversée dans le temps. On commence par le plus ancien et on arrive au temps... C'est chronologique, absolument. Peut-être qu'on peut poursuivre notre aventure dans les galeries oui, tout à fait. Et s'arrêter peut-être dans le 2e chapitre de cette narration en 12 chapitres. Oui, en 12 salles. Et donc, à chaque fois qu'on passe d'une salle à l'autre, on est séparé comme ça par un passage qui, en général, donne sur 2 vues qui sont extérieures et qui nous permettent de voir le musée à travers ces moucharabiers et de voir de l'autre côté ce qui se passe. Il y en a qui sont plus éclairés et d'autres moins. Là, on voit le reflet aussi de tout ce qui est en face. Et à chaque fois, il y a une petite citation comme ça qui nous rappelle où on est et pourquoi on est là, peut-être. Donc c'est toujours ces jeux de transparence et de jeux entre l'intérieur... La perplexité est le début de la connaissance. Voilà. Ces jeux entre l'intérieur et l'extérieur qui est toujours... Voilà, toujours ce dialogue intérieur-extérieur. Et ici, donc, il y a eu la création de ces grands plafonds de verre qui nous permettent de doser la lumière et qui essaient de créer, je dirais, une lumière grise, ce qui est assez rare, et de réchauffer, par contre, les projecteurs qui, eux, sont un peu plus ambrés et donnent donc cette notion de soleil et qui vont chercher les principales pièces. Donc c'est cette géométrie-là qui est en place et en plein milieu, comme par hasard, on trouve le grand trou qui va nous mettre à nouveau ou sous le ciel ou sous la coupole, qui est le ciel sous le ciel. Et pour vous, quelle est peut-être la salle la plus représentative ou peut-être votre préférée dans ce parcours ? A des collections tout à fait exceptionnelles. Je précise qu'on est dans le 2e chapitre oui. Sur l'Égypte, sur les premiers grands pouvoirs. Voilà, sur la Grèce, sur Rome, sur toutes ces questions-là. Donc c'est effectivement 2 salles
très impressionnante. Il y a effectivement une perspective très très belle qui part de cette salle et qui nous conduit dans la suivante, qui nous montre sur notre gauche une statue de Gudea, dans son prolongement Ramsès, et plus loin une sphinge, et enfin la Grèce, avec ce lien entre ces différentes civilisations. Ben voilà, chaque fois, on est composé comme ça par des alignements et une géométrie assez précise qui nous dit où on va aller et qui établit en fait un parcours qui est basé sur le désir, sur la découverte successive, avec quelquefois des scénographies très particulières, comme celle sur la momie par exemple, ici, qui demande des mises en place tout à fait exceptionnelles. Et il y a des dispositifs donc, qui sont à ce moment-là plus mystérieux et plus travaillés. Ici, on va voir la momie. Justement, j'ai l'impression que cette notion de mystère, c'est quelque chose d'important pour vous, puisqu'on a ces effets d'aperçu en fait vers l'extérieur, qu'on ne devine pas tout à fait. Dès qu'on est dans les notions artistiques, je dirais, on est toujours dans les notions émotionnelles, et on est toujours donc, dans les notions de perception et de sensation, quoi. Donc il y a toujours la question de savoir pourquoi les choses sont comme ça, et si on est face à de l'art, c'est une question qui n'a pas de réponse. L'art est une question qui est posée, mais jamais une réponse. Comme l'architecture? Non, pas comme architecture, comme art. Et l'architecture est un art, en plus. Enfin, devrait en être un, et je crois que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. En architecture, il y a toujours une chose qui compte, c'est le lieu, c'est le site, c'est la situation. Donc quand il y a une situation, on commence à se demander qu'est-ce que je vais faire là. Parce que si c'est pas là, et pour ces personnes-là, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que je crois que l'architecture est toujours quelque chose qui vient de quelque part, et pas quelque chose que l'on parachute autour de la Terre. Donc ici, j'ai raisonné d'abord par rapport à ce qui était là, à savoir la mer, à savoir le sable, à savoir le ciel, donc le cosmos. Donc je me suis dit, mon premier matériau, c'est celui-là, et ensuite le deuxième, c'est la civilisation arabe dans laquelle je suis, et pour laquelle je construis ici. Et je me suis dit, il faut que tous ces éléments-là en sable fassent du sens, fassent une symbolique. Et c'est comme ça qu'est venu le dôme lui-même, le dôme blanc qui est un symbole de spiritualité. Est venue aussi l'idée qu'un musée, pour moi, c'est toujours un quartier, c'est toujours un lieu où on se rencontre, c'est toujours une agora, c'est toujours... Donc ça ne peut pas être un bâtiment avec une porte, donc c'est un bâtiment urbain dans le sens de l'urbanité aussi. D'où cette idée d'un musée comme une petite ville, en fait, comme une petite ville arabe, avec ces éléments qui se composent et qui viennent se blottir, en fait, contre le dôme étant lui-même une sorte d'ombrelle pour se protéger du soleil et pour pouvoir se promener en tout temps de façon confortable là-dedans. Donc ces deux principes-là étant là, j'étais déjà un peu orienté. Et puis je me suis dit quand même, dans ce pays, il y a une chose qui est importante, c'est le soleil, c'est la perception aussi de la nuit dans le désert. Donc j'ai essayé d'accentuer les caractéristiques du cosmos et les caractéristiques liées au déplacement de la lumière. Je me suis dit finalement c'est le déplacement de la lumière qui devrait créer uniquement l'ambiance de ce grand dôme. D'où après l'invention du dôme avec ses 8 couches et la lumière qui rentre avec, en cherchant à chaque fois le chemin bizarre qu'on l'oblige à prendre, ce qui crée cette vibration qui est celle du dôme et qui étonne tout le monde. C'est-à-dire pourquoi j'ai un trou là, pourquoi il y en a un qui devient petit, pourquoi il y a l'autre qui s'agrandit. Bon, tout ça, c'est un dispositif sur la conscience, en fait, de la lumière qui bouge, du soleil qui passe, et de la nuit qui arrive. C'est vraiment un phénomène aussi qui est perceptible à l'œil nu, et je pense que c'est quelque chose qui est qui génère l'émerveillement. Il y a un aspect presque magique aussi à travers le côté flottant du dôme. On ne comprend pas exactement où est-ce qu'il est posé. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne connaît pas le poids du ciel. Donc, on ne sait pas où le ciel est posé non plus. Donc, si c'est un deuxième ciel, c'est mieux qu'on ne sache pas où il est posé aussi. Donc, c'est un ciel sous le ciel. Voilà. Donc, ce ciel, en fait, il est posé sur 4 points uniquement. Il fait 160 mètres de diamètre, ou 180, je ne sais plus. 180. Et en fait, ces points-là sont dissimulés parce qu'en fait, c'est exactement comme s'ils se posaient sur le bâtiment directement. Donc, on ne sait pas
C'est un secret, en fait. Où sont les 4 points, on ne sait pas. Et on ne le saura pas. Vous ne le saurez jamais. Bon, et puis après, c'est un travail sur la muséographie et sur sa précision. Donc tout ce travail sur le verre et sur le bronze avec des choses très très très, très acérées et des socles très très sobres nous permet en fait de mettre tout ce qu'on veut à la hauteur qu'on veut et d'être le plus près possible, une fois encore, de chaque objet parfaitement protégé. Donc ici, on est toujours sur de la pierre, on est toujours sur du bronze, on est toujours avec des objets qu'on a envie de toucher parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien entre les deux. Donc c'est cette présence des objets qui vivent le lieu. Pour moi, tous les objets d'art doivent vivre chez eux. Il faudrait qu'ils puissent pratiquement faire ce qu'ils veulent, quoi. Alors il y en a qui dorment, il y en a d'autres qui nous attendent, il y en a d'autres qui attendent un peu trop longtemps et qui ont perdu une jambe, mais ils sont tous là quand même. Et ça nous permet aussi de continuer la comparaison des mêmes objets de civilisation qui n'ont pas la même expression au même moment. Si on prend une tête d'homme, donc ici, oui, à travers les civilisations, on se rend compte que l'expression de la beauté n'est pas la même. Oui, on le voit bien à travers cette vitrine qui présente différentes cultures et notamment sur la question de la représentation humaine et de certaine philosophie également, oui. À travers ces visages qui nous regardent, cette galerie de portraits en fait de différentes. Donc à chaque fois, on voit la caractéristique des civilisations sur ces visages-là. Pour vous aujourd'hui, que représente le projet du Louvre Abu Dhabi dans votre carrière d'architecte? C'est un projet qui a duré 10 ans, même un peu plus. Oui. Pour moi, de toute façon, tous les projets sont des projets uniques. Hein. Ce sont des projets. On ne peut pas inventer un lieu, on ne peut pas inventer une situation, on ne peut pas inventer. Donc, chaque projet, pour moi, était absolument important et essentiel. Mais le Louvre Abu Dhabi, c'est sûr qu'en tant que musée de civilisation et en tant qu'aventure, je dirais, par rapport à l'ambition qui a été mise dedans et à laquelle je me suis plié avec beaucoup de plaisir, c'est un projet exceptionnel, c'est un projet d'exception totale. Donc j'y ai passé effectivement 10 ans de ma vie, et en grande partie, et pour moi c'est un de mes enfants préférés. Il y en a beaucoup. Je vous remercie vraiment chaleureusement pour cet entretien. Je vous en prie. Vous venez d'écouter un épisode de On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Saviez-vous que le dôme du musée est aussi lourd que la tour Eiffel et qu'il a fallu le soulever tout entier pour le poser sur ses 4 piliers? On vous en dit plus dans le 2e épisode de notre mini-série dédiée à l'architecture du Louvre Abu Dhabi, en compagnie de Ala Wardé, architecte, bras droit de Jean Nouvel et directrice du projet. On Show est désormais disponible sur vos plateformes de podcast préférées. Il suffit de vous abonner au compte du Louvre Abu Dhabi pour découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes et pour ne pas manquer les prochains. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à nous donner 5 étoiles. On Show est un podcast produit par le Louvre Abu Dhabi. À la production, Amine Rachash et moi-même, Marine Botton. Enregistrement par Amine Rachash et Richard Hagen. Post-production, musique et mixage par Making Waves. Préparation et script, Marine Botton. Nous remercions chaleureusement Jean Nouvel pour nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour nos prochains épisodes.